Bonjour à tous, bienvenue sur des Hello Inferni. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'histoire de la pensée au travers des siècles et même des millénaires, puisque je vais très rapidement commencer avec Platon, Aristote, et puis on va très très vite venir à la pensée tout à fait contemporaine, notamment à la pensée à partir du 18e, 19e siècle, qui commence avec Kant, et qui va s'épanouir dans les différentes traditions du post-kantisme. Alors, ce dont je voudrais vous parler, en fait, c'est une vaste fresque qui concerne ce qu'on appelle l'histoire des idées, qui se départage en tout un tas de sous-disciplines. Donc, on a notamment l'histoire de l'imagination, l'histoire des concepts. On a aussi, face à l'histoire des idées, l'histoire des énoncés, qui va donner, par exemple, des Barthes, etc., c'est-à-dire qu'on s'attache au texte, au formalisme, et non plus à l'évolution des idées au travers de l'histoire. Donc voilà, je voudrais vous présenter tout ça. Ce qui m'intéresse, en fait, mon objectif, c'est de vous amener à vous montrer quelque chose qui n'est pas encore trop étudié, qui va l'être, puisque donc nous sommes au début de la redécouverte et de l'affirmation de certains textes absolument décisifs, qui ont dressé une philosophie qu'on appelle l'herméneutique, ou la phénoménologie de la connaissance, en vis-à-vis, voire en opposition à la tradition qu'on appelle donc de l'herméneutique, initiée par Heidegger, confirmée par Gadamer, qui sont deux auteurs allemands, Heidegger, dont on sait absolument que c'est très polémique, que c'est un auteur nazi. Justement, ça n'est pas anodin. Donc, moi, je voudrais vous parler donc de la bibliothèque Warburg, qui est c'est son nom aujourd'hui, puisque c'est le nom d'un type qui a rassemblé des livres, qui a compulsé tout un tas de livres, qui en a fait une bibliothèque, et qui a déménagé, enfin, qui a fui l'Allemagne nazie vers les Amériques, dont notamment au Québec, donc à Montréal, très, très précisément. La bibliothèque Warburg se situe essentiellement, pour l'essentiel de ses ouvrages, dans la bibliothèque de l'Université de Montréal, donc l'UDEM. Donc c'est une chose, en octobre avec Camille, nous avons eu la chance de pouvoir aller voir cette bibliothèque, c'est absolument merveilleux, donc avec des textes originaux, je vous le donne dans le mille, de Ernst Cassirer notamment. Alors quand je dis originaux, c'est des éditions originales, hein. Je crois qu'il y a un manuscrit, ou enfin il y a un tapuscrit annoté à la main de Cassirer. Enfin bon, après là on rentre dans du fétichisme physique. Tout ça pour dire donc que la bibliothèque Warburg est un courant de pensée des années 20 jusqu'aux années 40, voire 50, de la philosophie, de l'histoire des idées en philosophie, qui va nous intéresser beaucoup dans l'exposé que je souhaite vous en faire. Donc on va déjà commencer par une rapide esquisse entre Platon et Aristote sur la question de l'histoire des idées. Ça va aller très très vite en fait, hein, c'est très schématique. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'histoire des idées s'intéresse à la formation des concepts dans l'esprit. Donc il y a toute une première dialectique frontale, enfin ce qu'on appelle une polémique des Platon, qui oppose la question du mythe à la question d'une philosophie plus rationnelle, plus froide, pas poétisée du tout, et qui s'affranchit des formes de la pensée telles qu'elles ont été déjà présupposées par les grands poètes du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui sont évidemment Homère et Hésiode, et qui ont pensé la philosophie, enfin qui ont pensé l'histoire de la pensée, oui, qui ont commencé à produire des idées à partir de formes métaphoriques. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que quand on lit l'Iliade, l'Odyssée, quand on lit le Travaux des jours, etc. de Hésiode, on a déjà en fait une forme philosophique qui n'est absolument pas assumée comme telle par les commentateurs, puisque pour ma part je ne sais absolument pas, mais il me semble bien quand même que c'était assumé comme tel par les auteurs, hein. On écrit rarement des choses par hasard, même au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y avait déjà une activité, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la métaphysique. Il faut savoir que le terme métaphysique est inventé, ou en tout cas est consacré
dans la littérature panhellénistique par Aristote, par même un éditeur si l'on veut, c'est un disciple d'Aristote qui va compulser ses livres et qui va ranger un livre où il y a tout le bazar de réflexion sur ce qu'il y a au-delà de la physique, au-delà de la nature, la physis, la nature, après le livre de la physique, métaphysique. Donc du coup, Kant en parle, Hegel en parle, il y a une espèce de vaste malentendu sur ce qu'est la métaphysique, sauf que ça va être entériné par la tradition, et toute la philosophie traditionnelle, si l'on veut, va entériner ce malentendu sur la métaphysique, et la métaphysique va devenir un vrai objet en soi, et on pourrait parler aujourd'hui de la métaphysique platonicienne, de la métaphysique, si l'on voulait, d'Homère, etc. Donc, ce qui est important, c'est que Platon, quand il débarque avec... donc il faut savoir que de Platon, on ne connaît que les textes exotériques, c'est-à-dire tournés vers l'extérieur de l'académie, qui était son école, mais il y avait sans doute tout un enseignement ésotérique, c'est-à-dire interne, principalement oral, dont Aristote d'ailleurs ne cesse pas de faire l'évocation dans ses propres travaux, parce qu'il dit oui, Platon dit, parce que donc Aristote a étudié 17 ans à l'académie avant de, j'allais dire faire sécession, mais avant de s'en séparer pour faire sa propre école, le lycée. Donc il a étudié 17 ans les travaux de Platon avant de s'émanciper et faire ses propres travaux. Mais donc il faut savoir que quand il attaque Platon, Aristote dit toujours oui, mais ça c'est pas vraiment ce que disait Platon, c'est ce qu'on en a dans le texte. Mais puisque donc les textes à l'époque d'Aristote étaient complets, où il y avait une accessibilité plutôt prolixe, mais en fait après c'est devenu très compliqué et on a redécouvert Platon seulement au début du Moyen-Âge, pardon, pas au début du Moyen-Âge, au début de ce qui va devenir la Renaissance, au XIIIe siècle, et donc ça va régénérer la Renaissance, puisqu'on va redécouvrir les textes de Platon, notamment au travers de l'héritage, au travers des bibliothèques arabes. Tout ça, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire donc qu'Aristote attaque régulièrement Platon en disant « ce n'est pas ce que Platon dit, voilà ce que Platon dit ». Donc il y a bien une possibilité pour que on ait une connaissance de Platon qui soit très parcellaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Platon attaque le mythe, mais à partir de la dialectique du mythe. C'est-à-dire que quand il écrit le Timée, par exemple, qui est un ouvrage qui est son Périphousséos, c'est-à-dire qui est son ouvrage sur la nature, hein, c'est un peu comme le De Rerum Natura de Lucrèce, bien plus tard. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur les choses de la nature. Donc ce Périphousséos, qui s'appelle le Timée, réfléchit à l'origine des dieux au sens de la vie commune des hommes. Donc c'est un vaste texte magnifique qui commence par un mythe, en fait, c'est un discours enchâssé, triplement enchâssé, c'est un récit enchâssé, mais qui parle de mythe, en fait, il part toujours du mythe. Voilà, donc je ne vais pas aller plus longtemps sur Platon et Aristote, parce que c'est très... Donc Aristote, par contre, radicalement s'en sépare de cette tradition, à savoir, il est vraiment dans le discours analytique, il commence à penser les catégories de la pensée, etc. Quand on lit un peu de façon rapprochée, simultanément, Kant et Aristote, enfin, en tout cas, j'ai été absolument impressionné par le comportement d'Aristote, de Kant, pardon, qui est vraiment une réutilisation, une actualisation avec la modernité et tout ce qu'on veut de la pensée d'Aristote. Franchement, les points communs sont éblouissants d'évidence. Bon. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a déjà là une première amorce d'une tradition qui va durer longtemps, c'est voir la prévalence du concept, de l'histoire des concepts sur l'histoire de l'imagination. L'histoire de l'imagination, donc ce qu'on peut appeler l'esthétique, ce qu'on peut appeler la littérature, la poésie, tout ça, va attendre très longtemps avant d'avoir un statut philosophique autonome et reconnu. Mais tellement longtemps qu'en fait, finalement, en ce qui me concerne, dans mon expérience de lecteur, je n'ai pas vraiment retrouvé d'ouvrage, on va dire de courant majeur qui l'affirme avant la bibliothèque Warburg. Donc cette bibliothèque Warburg, elle se construit avec, donc il y a Raymond Klemonski, Ernst Cassirer, quelques autres encore, qui sont en fait des disciplines croisées. Il y a un philosophe, un philologue, etc. C'est une dizaine de types qui sont ensemble et qui travaillent sur des objets tels que le platonisme, réactualisation du platonisme, et qui en fait ont pour projet de repenser la transmission de la Renaissance
non plus non plus dans la direction telle qu'elle s'était faite. Donc on a une première direction qui est Kant, Hegel, Husserl. Donc c'est l'idéalisme qui passe par donc Hegel, c'est la phénoménologie de l'esprit, qui considère que l'histoire réalise l'évolution de l'esprit humain. Husserl qui continue qui fonde vraiment une discipline de la phénoménologie en philosophie pure. Et puis après on a évidemment Heidegger, Gadamer dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en fait propose une tradition de l'abstraction, du concept pur, de l'émancipation du réel, si on veut, au profit d'un questionnement sur le concept, vraiment sur le travail sur le concept. Et donc, quand on prend quelque chose comme la philosophie des formes symboliques, dont j'ai déjà parlé maintes fois dans mes vidéos, qui va donner d'ailleurs le champ libre à quelqu'un comme Blumenberg, avec les paradigmes pour une métaphorologie, la théorie de l'inconceptualité, qui sont vraiment des ouvrages qui travaillent à partir du texte, qui travaillent à partir de la valeur philosophique du symbole littéraire, de la forme structurelle du mythe. Donc quand on pense à la philosophie des formes symboliques, je rappelle les 3 tomes, le langage, la pensée mythique et la phénoménologie de la connaissance. Mais quand on pense aussi à un autre ouvrage un peu long de Cassirer qui s'appelle Le problème de la connaissance, donc, qui réfléchit à des auteurs spécifiques comme Nicolas Decuse, donc le Kant, le post-kantisme, on découvre en fait que l'histoire des idées, l'histoire de la pensée, c'est toujours simultanément structuré avec l'imagination d'une part et le concept d'autre part, et l'imagination nourrit le concept, et le concept engendre l'imagination de façon perpétuelle. C'est une lecture qui est très intéressante, surtout aujourd'hui, puisque ça nous sort du rapport perpétuel de domination entre le sensible et le rationnel, qui sont déjà 2 éléments très prégnants dans la philosophie de Kant. Lui, il ne leur donne pas d'hiérarchie. Il leur donne une espèce d'équivalence acquise qui permet vraiment d'en interpréter un peu comme on veut. Et donc, Ernst Cassirer et ses camarades proposent de supposer que l'histoire de l'imagination et l'histoire des concepts sont 2 choses qui fonctionnent ensemble. Alors, dans le cadre militant de la bibliothèque Warburg, on a vraiment un accent qui est mis sur la philosophie de l'histoire de l'imagination, qui permet de réactualiser certaines problématiques, qui permet de redonner du sens à la littérature dite allégorique, qui est une littérature qui a longtemps été méprisée donc la littérature allégorique a longtemps souffert de son statut, puisqu'elle n'est pas vraiment la littérature. Donc, quand je parle de littérature allégorique, je parle à des auteurs comme Thomas Mann, Belle du Seigneur, je ne me rappelle plus de son prénom, Cohen, je ne me rappelle plus de son prénom, évidemment, L'homme sans qualité, de Musil, etc. Enfin bon, bref, je pourrais en faire tout un inventaire, qui est en fait une littérature qui dit beaucoup plus, qui a une portée métaphysique, si l'on voulait, un peu comme le mythe, finalement, attaqué et utilisé par Platon, qui a une portée métaphysique beaucoup plus lourde que son simple discours littéraire. Donc, c'est-à-dire que la littérature devient vraiment l'argument de déploiement intellectuel majeur, essentiel, qui défend des choses. Donc on pourrait aussi parler de littérature engagée. Le problème de la littérature engagée, c'est qu'elle peut souvent verser dans la polémique. Là, on ne parle pas de polémique, on parle vraiment d'un déplacement de plaques tectoniques, si l'on voulait, dans la pensée. Donc là où je veux en venir avec cette histoire d'actualisation, de présentation de l'histoire des idées, avec donc ce double volet, histoire de l'imagination, histoire des concepts, c'est que pendant très longtemps, la philosophie s'est occupée strictement de l'histoire des concepts. Elle vient petit à petit à s'occuper aussi de l'histoire de l'imagination. C'est très compliqué pour un chercheur, par exemple, comme moi, qui s'intéresse énormément à l'histoire de l'imagination. Donc moi, quand je travaille sur la figure littéraire du diable, je ne fais que ça. Je travaille l'évolution de l'histoire de l'imagination, l'évolution des concepts, des formes, donc du télos, c'est-à-dire des arguments qui justifient les finalités structurelles, donc à l'échelle de la structure de la société, pour le groupe social. Donc on parle de ce qu'on appelle la phylogénétique, c'est-à-dire ça génère de la société, mais en même temps ontogénétique, c'est-à-dire ça génère de l'argumentaire pour
pour devenir soi. Donc l'histoire de l'imagination a vraiment un impact dans le quotidien des hommes, mais aussi dans le quotidien des structures sociales. Donc c'est ce qu'on appelle le télos, hein, la finalité, télos en grec. Donc quand on cherche comme moi à réfléchir à la signification de la récurrence de l'apparition d'un motif littéraire, d'une figure littéraire, c'est un point du titre de ma thèse qui aujourd'hui requiert toute mon attention, puisque c'est important ce type de définition. On est un peu embêté parce qu'on se retrouve en fait nulle part. C'est-à-dire que moi, j'ai un master de littérature comparée et théorie de littérature française. Et puis quand il s'est agi de trouver un directeur pour mon travail de recherche, donc qui a toujours été un peu ça, alors le directeur m'a aidé à le définir, mais je suis coincé puisque je ne suis ni en littérature, ni vraiment en philosophie, je ne travaille pas sur des concepts, je travaille sur le véhicule qui fait travailler le concept, donc c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse la mythodynamie, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr. On n'est pas dans la philosophie du mythe, où là on pense à des types comme Schlinger, enfin il y en a un paquet, là je les ai pas évidemment qui viennent pas en tête, mais on n'est pas non plus dans la philosophie pure. Je n'utilise pas ni le mythe de Platon, enfin ni les mythes tels que les utilise Platon, ni les mythes tels que peuvent les utiliser les contes et légendes que tout et chacun connaissent. Je suis pas non plus dans la littérature, puisque quand j'utilise l'auteur André Dabezy, qui utilise énormément de littérature comparée, moi j'essaye de prendre un champ conceptuel, analytique, enfin herméneutique, et donc on est bien dans l'herméneutique. Le problème, c'est que l'herméneutique a été accaparée, on peut dire, si on veut, par quelqu'un comme Heidegger, qui en fait un usage très abstrait, très conceptuel, déshumanisé totalement. Et quand un type comme Heidegger, puis Gadamer par la suite, accapare la méthode ou le principe de l'herméneutique, ça donne que est intériorisé au principe de cette démarche philosophique les valeurs propres au nazisme. Donc ça, c'est un autre de mes chevaux de bataille, à savoir que le nazisme n'a jamais été vaincu, mais a été avalé par les formes managériales de l'économie, du néolibéralisme, qui est en fait une nouvelle forme de rapport de force, qui a généralisé le rapport de force interne au nazisme. Donc Heidegger a pu donner cette tutelle-là à l'herméneutique, mais donc à la philosophie, puisque Heidegger est quand même un auteur majeur, absolument majeur, j'aurais presque pu dire massif, de la philosophie moderne et postmoderne. Donc on a vraiment, il s'agirait peut-être de défendre aujourd'hui une actualisation de l'herméneutique qui redonne du sens à la part sensible de l'être. Donc quand je parle de part sensible de l'être, je fais référence au vocabulaire de Kant, mais c'est-à-dire que on pourrait penser les formes de la pensée, on pourrait penser les formes de l'histoire des idées en donnant beaucoup plus de place à l'histoire de l'imagination, permettant de générer des formes, des formes symboliques, des configurations de la représentation du réel, beaucoup plus dépendantes du sensible, de la dimension esthétique de l'être humain, qu'elle ne l'est actuellement, et qui donne beaucoup trop de place, à mon sens et au sens de pas mal de gens, au pur concept, ou à la pure abstraction. Ce qui donne en fait une littérature philosophique souvent déconnectée du réel, qui n'a pas vraiment de rapport avec l'expérience de tout un chacun, avec des auteurs qui sont sans doute, ou certes, je ne statue pas, passionnants, comme Lévinas, ou qui en fait sont dans un tel degré d'abstraction et de conceptualisation du réel, qu'au fond, ça n'a plus grand rapport avec ce que tout un chacun vit. Et là, c'est mon intérêt, c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à me revendiquer philosophe du mythe, parce que quand on prend des textes cinématographiques, comme Marvel, comme Matrix, qui ont des vertus toutes bien différentes les unes des autres, mais c'est mythique, c'est-à-dire que ça produit du matériau mythique, et ça produit un discours sur les conditions de l'être et les conditions de formation de l'être. Ça produit un discours par le biais de l'histoire de l'imagination, mais aussi par le biais de l'histoire des concepts, puisque ça s'en nourrit. Et donc il y a, à mon sens, la nécessité aujourd'hui de reconnaître la qualité majeure de ces textes-là. Il y en a aussi en littérature, beaucoup moins parce que la littérature était terriblement appauvrie par la rapidité du rythme commercial.
Le cinéma peut encore s'en émanciper. Les séries aujourd'hui s'en tirent vraiment leur épingle du jeu. Les BD, ce qu'on appelle les romans graphiques, avec des auteurs comme Neil Gaiman, etc., peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu, puisqu'il y a toute une liberté de ton et d'esprit, parce qu'ils ont été méprisés tout simplement, donc ils n'ont pas été impactés ni par la rentabilité marchande, ni par l'injonction à s'intégrer à l'histoire des concepts. Donc on a aujourd'hui, il y a quelque chose à défendre qui, à mon avis, peut avoir un impact majeur sur l'éveil de nos sociétés, la prise de conscience des individus, et qui peut vraiment devenir d'une nutritionnalité, enfin en gros peut nourrir vraiment sur le plan métaphysique les générations futures, les jeunes, et puis même les contemporains et ceux d'avant. Voilà.